sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur les 27 mois cruciaux autour de la conception, de la gestation et de la petite enfance et leur impact sur nos comportements adultes. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, mais comme tu le dis précisément, je vais bien. Allez, tu es prête pour la première question? C'est parti, oui. Comment les 9 mois avant la conception influencent-ils déjà notre structure émotionnelle et nos croyances inconscientes? Alors, avant de répondre à cette question, Sophie, je crois qu'il est fondamental de poser les bases du concept de mémoire cellulaire, ou autrement dit, de mémoire périnatale, projet-sens, afin de bien comprendre le sens. En fait, il s'agit d'un concept souvent exploré dans certaines approches thérapeutiques, comme la kinésiologie pour ma part, mais aussi la thérapie cellulaire, par exemple. C'est un concept, bien qu'il n'est pas issu, hein, de la médecine conventionnelle, qui met en lumière l'importance, en fait, des périodes autour de la conception, de la grossesse et de la petite enfance. En fait, son idée centrale repose sur le principe que le corps, pas qu'une enveloppe charnelle, mais c'est vraiment une mémoire vivante. C'est vaste poser, on pourrait débuter, si tu veux, par se poser quelques questions. Si notre histoire, en fait, elle ne commençait pas à notre naissance, mais bien 9 mois avant notre conception. Ou si nos cellules se souvenaient de tout, même des émotions de nos parents. En fait, nous avons souvent l'illusion que nos peurs, nos blocages, notre besoin incessant de performer sont le fruit de notre éducation consciente. Pourtant, il y a un pan entier, on va dire, de notre psychisme qui est régi par des mémoires cellulaires bien plus anciennes, celles qui s'inscrivent dans l'inconscient de l'intention des parents. Donc en fait, c'est tous les événements vécus par nos parents, puis par l'enfant ou nous-mêmes, in utero et dans les premiers mois, laissent des traces profondes dans le corps et la psyché. Ces traces influencent nos schémas de vie, en fait, nos peurs, nos comportements d'adultes, et cetera. C'est pourquoi, en fait, les 27 mois fondateurs, en fait, sont des périodes vraiment cruciales durant lesquelles notre corps et notre esprit enregistrent des empreintes émotionnelles qui déterminent nos schémas de vie. Le contexte émotionnel dans lequel évoluent nos parents impacte directement les cellules de notre corps. Et bien qu'elles soient renouvelées, ces cellules, elles ont toutefois la capacité de retenir l'information, les chocs, les émotions vécues par nos parents. Alors aussi, si tu veux, à la naissance, l'enfant n'est pas une table rase, mais une somme d'expériences vécues via ce contexte émotionnel et ensuite, bien entendu, via le contexte in utero de la maman maternelle. Et ces traces, en fait, se manifestent souvent de manière totalement inconsciente et sont particulièrement visibles lors de situations de stress, de grands changements, mais également dans nos relations intimes. En quelque sorte, le projet sens est la charge émotionnelle du désir, mon désir, des attentes, des espoirs et même des conflits non résolus de nos parents. Et souvent inconsciemment, hein, ils n'ont pas pleine conscience de ce qui se passe et qui sont placés sur l'enfant qui va naître. L'enfant arrive par exemple en quelque sorte pour remplir un sens ou une mission définie par ses parents. Bon, par exemple, c'est pour donner un peu plus de contexte, tu vois, un enfant qui aurait eu une conception, une grossesse, pour un couple qui aurait eu beaucoup de difficultés à avoir l'enfant, bah, ce dernier peut porter en lui inconsciemment le sens de la légitimité à exister ou la pression de la réussite pour justifier la difficulté de sa venue au monde. Le projet sens, en fait, il définit en grande partie les croyances limitantes fondamentales que l'adulte devra déprogrammer plus tard, comme, on connaît bien le «je suis pas assez bien» ou, «je dois me battre pour exister ou pour que ça fonctionne». En fait, ce qui est engrammé dans la phase prénatale et postnatale devient une empreinte fondatrice qui influence nos réactions de stress, nos schémas relationnels et nos peurs tout au long de notre vie. En quoi le projet sens parental façonne-t-il nos choix de vie parfois à notre insu? En fait, 9 mois avant que l'ovule et les spermatozoïdes se rencontrent, hein, il y a le contexte émotionnel, comme j'expliquais, et les attentes de nos parents qui créent ce que l'on nomme le projet sens. Alors, si je peux imaginer, le projet sens, ça serait comme un sorte de logiciel qui est préinstallé sur un ordinateur, notre ordinateur, avant qu'on ne l'allume pour la première fois. Et c'est ce logiciel qui va dicter nos fonctions de base, mais aussi nos limites de performance. Donc là où ça devient plus subtil, c'est que le logiciel n'est pas forcément un désir formulé ou conscient.
mais bien souvent, il résulte de conflits inconscients ou des manques ancestraux. C'est pourquoi quand l'enfant va naître, il va se voir attribuer une mission en quelque sorte invisible. En fait, en résumé, le concept de projet-sens, il façonne nos choix de vie de manière totalement inconsciente, car il pose un scénario prénatal et des programmes inconscients dans nos cellules. L'enfant, même avant sa naissance, si tu veux, il va être perçu comme une solution problématique, familiale parfois, ou au désir non réalisé des parents. Et ces attentes, elles vont être transmises de façon émotionnelle et non verbale. Et ça va devenir la mission de vie de cet enfant quand il sera dans l'âge adulte. Et bien souvent, c'est à son insu, parce qu'on n'en est pas du tout, enfin, on n'en est pas conscient du tout même. En fait, les mécanismes pour lesquels le projet sens influence nos choix sont au nombre de 3, je dirais. Il y en a en 1, tu as l'imposition de schémas répétitifs. En 2, tu as l'influence sur les choix de carrière et les relations intimes. Et en 3, tu as la manifestation par des symptômes ou des blocages. Si on prend le premier mécanisme, donc l'imposition des schémas répétitifs, ces mémoires vont créer, si tu veux, des schémas qui vont se répéter tout au long de la vie d'adulte sous des formes de, entre guillemets, «mortelles habitudes» ou encore des situations toxiques récurrentes. On peut retrouver la fidélité inconsciente. L'individu, enfin l'adulte, hein, enfin l'enfant qui sera devenu adulte, il va être loyal à ce scénario initial, même s'il est douloureux, il va inconsciemment attirer ou reproduire des situations qui valident le sens de sa venue. Heu, Comme je dis, si, tu vois, par exemple, si l'enfant est enfin la conception de l'enfant est imagée ou imaginée ou désirée, pendant une grande période de précarité financière ou même de guerre ou de perte matérielle, la mission, quand il sera adulte, sera d'apporter ou de garantir la sécurité matérielle et d'économiser sans cesse. Vraiment, même si tout va bien, ça sera vraiment son objectif de vie. Tu as un autre exemple aussi, si l'enfant est voulu ou désiré, pour résoudre les conflits, familiaux majeurs ou des disputes parentales, puisque c'est les cas de figure qu'on rencontre, et bien l'enfant adulte, sa mission sera de maintenir à tout prix l'harmonie et d'être invisible. Alors pourquoi, tu vas me dire? En fait, parce que sa mission inconsciente, en premier lieu, c'est d'éteindre le conflit, en étant perçu un peu comme le sauveur ou le réparateur d'un couple ou d'un système familial qui est en crise. Donc ça peut se traduire par une tendance à être un enfant sage, un médiateur ou celui qui va dire toujours: «Tout va bien», pour ne pas ajouter des problèmes. Et ensuite, adulte, eh ben, sa meilleure stratégie, toujours inconsciente, ça sera, la mission d'harmonie et surtout ne pas faire de vagues et de s'effacer, ne pas être un fardeau, ne pas exprimer ses besoins personnels et profonds. En fait, il va s'attacher à toujours minimiser. Mmh. Il peut aussi avoir la peur du rejet, aussi pour être parfaitement harmonieux, il va s'attacher à être discret pour assurer sa place et pour assurer l'amour de ses parents, en premier lieu, mais aussi de façon plus globale des autres. En somme, l'harmonie est l'objectif de sa mission de vie et l'invisibilité, la stratégie pour y parvenir. Alors surtout, ne pas déranger la paix fragile. Voilà ce qui va être en grammaire. Donc le mécanisme fondamental de tous ces exemples est la répartition totalement inconsciente. L'enfant, pardon, par amour et loyauté pour ses parents ou pour son clan, intègre la charge émotionnelle du projet sens. On parlait donc du premier mécanisme, il y a le second mécanisme qui est l'influence des choix de carrière et des relations intimes. Alors ce mécanisme, quant à lui, il vient répondre en fait aux attentes parentales non résolues. Tu vois, elles se traduisent directement dans des grands choix de vie, notamment professionnels et affectifs. Dans le domaine professionnel, l'enfant peut avoir un choix de métier en, en réponse à ce projet sens. Alors, ça peut être soit réparer, c'est-à-dire un choix de profession en lien avec ce que la famille a manqué ou perdu, ou encore accomplir, c'est-à-dire embrasser un métier que les parents n'ont pas pu faire, ou celui d'un ancêtre ou d'un grand-père ou que sais-je, pour perpétuer en fait cette tradition ou cette gloire familiale que les parents auraient voulu. Donc, il y a aussi également, ça peut être se battre, c'est-à-dire chercher à s'épuiser sans cesse dans des causes difficiles, dans des travaux ou travail précaires, pour valider que pour exister, il faut toujours lutter.
si par exemple la conception a eu lieu dans un contexte de survie ou de conflit, enfin et cetera. Et dans le domaine affectif, autrement dit le choix de nos partenaires, on peut être attiré par des partenaires qui vont réactiver ou qui reflètent la blessure ou l'attente du projet sens. Cherchant de cette façon en quelque sorte à guérir la blessure à travers l'autre. Par exemple, on va dire si un enfant a été conçu pour combler un vide affectif chez l'un des parents, l'adulte pourra attirer des partenaires, enfin l'enfant une fois adulte pourra attirer des partenaires émotionnellement indisponibles. Parce que ça lui permettra comme ça, inconsciemment, toujours de rejouer le scénario du manque initial et du vide qu'il a tenté de combler dans le ventre de sa maman. Sa mission sera de donner, sans compter, ce qui peut l'amener à se sentir perpétuellement incomplet. Cette personne peut devenir hypersensible aux besoins des autres. Elle se sentira peut-être responsable du bonheur de ses proches, pourra aussi manifester une tendance à être hyper serviable ou hyper performant pour mériter d'exister. Bien souvent, il va prioriser le bien-être des autres au détriment du sien. Et il va s'épuiser à vouloir apporter du réconfort, du succès, de l'amour inconditionnel, que sais-je. Et en plus, il aura beau donner sans compter, il aura toujours un sentiment profond et persistant de ne jamais être assez bien, de ne jamais en faire assez. Un manque de reconnaissance de ses efforts, un vide intérieur, comme si c'était vidé en fait en quelque sorte de son essence profonde, personnelle, à force de trop donner aux autres. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il peut pas résoudre en fait le problème de son parent, car le vide affectif, le manque ou le deuil d'un parent est souvent une affaire personnelle qui ne peut être comblée par l'existence d'une autre personne, même son enfant. Et ce dernier, ben, tentera de remplir un puissant fond en fait, en quelque sorte. En fait, le projet Sens de combler un vide fait de l'enfant un être dont l'existence est centrée sur le don illimité, ça va être sa mission de vie, mais qui, incapable de remplir l'insatisfaction de l'autre, se sent épuisé, perpétuellement incomplet. Ça va être le résultat de sa mission. Et enfin, le dernier mécanisme, et non des moindres, c'est la manifestation des symptômes et des blocages. Lorsque l'adulte, en fait, tente de s'écarter de son projet sens inconscient pour vivre ses propres désirs, il peut ressentir un conflit interne, on va dire, qui va se manifester par des symptômes ou des blocages. En fait, l'inconscient va rejeter ce qui n'est pas conforme en quelque sorte au projet sens initial. Donc ces blocages ou ces peurs, elles peuvent se traduire par des difficultés, soit à prendre sa place, peur de l'autonomie, de l'engagement, anxiété face à des changements majeurs. Hem, le projet sens, en fait, en lien avec la mémoire cellulaire, il peut aussi se manifester par des symptômes physiques récurrents. Il y a des migraines, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, qui sont une expression codée, en fait, du conflit émotionnel qu'il y a non résolu, qui est lié au scénario, on va dire, prénatal. Donc tu l'auras compris, Sophie, en résumé, le projet sens est comme un logiciel préinstallé lors de notre conception. Il nous dicte, sans que nous le sachions, les objectifs et nos limites. Heu, nous pouvons alors passer une vie entière à tenter de réparer ou d'honorer cette mission initiale, souvent au détriment de nos propres aspirations, nos propres besoins et plus globalement, on va dire notre propre bien-être. Peut-on repérer dans nos comportements adultes des traces précises de ces mémoires périnatales? Absolument, ouais. Il est souvent possible de repérer des traces précises. Alors ces traces, elles vont se manifester comme des schémas de vie, des réactions émotionnelles excessives ou des blocages récurrents qui semblent démesurés par rapport à la situation actuelle. Le principe est simple. Lorsque nous rencontrons une situation qui réactive émotionnellement l'ambiance ou le choc vécu dans la période de progescence ou in utero, notre corps et notre psychisme basculent en mode de survie et ils réagissent non pas à l'événement présent, mais au scénario d'origine qui est inscrit dans leur mémoire, dans notre mémoire cellulaire. Un stress, une anxiété maternelle forte peut laisser une trace adulte telle une hypervigilance, constante. L'adulte est toujours en attente d'un danger imminent, même dans un environnement sûr. Il peut rencontrer des difficultés à lâcher prise ou à faire confiance, au calme, parce qu'en fait, son corps est programmé pour le stress, du cortisol. Dans son comportement, cela va pouvoir se traduire par des difficultés chroniques à s'endormir, une anxiété sociale ou une tendance à toujours surenchérir les risques. Ça peut aussi se traduire par un sentiment de rejet ou d'isolement,
qui peut laisser une trace adulte, telle qu'une peur panique de l'abandon ou de la séparation. Dans son comportement, ce sera une personne qui sera plus enclin aux relations de dépendance, qui va avoir tendance à s'accrocher à des partenaires par peur du vide, ou à l'inverse, saboter des relations saines pour valider la peur du rejet initial. Donc, il y a aussi des cas de figure qui peuvent se présenter en cas d'ambivalence d'un parent. Un parent qui aurait un doute ou une incertitude sur cette conception, et ben, ça va se traduire par une incapacité à faire des choix ou à s'engager pleinement. Adulte, il va être souvent partagé entre, vouloir une chose et son contraire. Incapable de prendre une direction claire, que ce soit dans le domaine professionnel ou affectif. Parce qu'il va rejouer sans cesse l'indécision de ses parents à son sujet. Et puis après, il existe aussi des traces de l'expérience de notre naissance à proprement parler, autrement dit l'accouchement. Lorsqu'il y a une métaphore inconsciente de notre manière d'entrer dans la vie et de gérer les obstacles. Par exemple, une naissance par césarienne, surtout en urgence, elle peut se traduire par une trace inconsciente ou une métaphore: «On fait le travail à ma place, j'ai pas d'effort à fournir». Ou à contrario, une naissance longue et difficile, pour réussir, il faut souffrir terriblement. C'est associé à cette naissance. Heu, une naissance au forceps ou au ventouse, je sais pas si ça existe encore, mais bon, j'ai besoin qu'on me tire pour avancer. Ce serait des gens qui auront besoin vraiment à chaque fois d'être, soutenus pour se mettre en action, en quelque sorte. En fin de compte, ces traces nous montrent que nos difficultés ne sont souvent pas de simples défauts de caractère, mais des stratégies de survie adaptatives qui ont été programmées très tôt pour répondre à un environnement spécifique ou à une attente. Et mettre de la conscience sur ces mémoires est le premier pas pour les transformer. Quels outils ou approches thérapeutiques permettent d'accéder à ces mémoires corporelles et de les transformer? Alors, décoder ces traces permet de faire le lien entre, on va dire, donc, comme je disais, des réactions d'adultes disproportionnées et une mémoire cellulaire très ancienne. La compréhension de ces empreintes est le premier pas vers la libération, car elle permet de réaliser que nous ne sommes pas notre histoire, mais le produit en quelque sorte d'une adaptation à celle-ci. Alors, ces mémoires ne sont pas une fatalité, mais un point de départ. Le travail thérapeutique, alors la kinésiologie, hein, pour ma part, il y a aussi le décodage biologique ou la psychogénéalogie, par exemple, qui peuvent être d'une aide très précieuse. Moi, je vais parler de mon domaine de compétence, on va dire, donc la kinésiologie. Alors, mon but, c'est ne pas, bien entendu, de blâmer les parents, hein, mais uniquement de mettre de la conscience sur ces programmes. Alors, comment ça se déroule? En premier lieu, en identifiant. On remonte grâce au corps et aux tests musculaires à l'âge exact où la problématique s'est engrammée dans le corps. On va y mettre du sens, c'est-à-dire comprendre pourquoi ce schéma a été utile comme stratégie de survie à l'époque. Il y a des schémas qui peuvent avoir été salvateurs ou qui ont été mis en place pour nous protéger ou nous permettre d'avancer pendant une période, mais qui deviennent répétitifs alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, à l'instant T, ils sont plus du tout adaptés. Mais ils sont en quelque sorte notre zone de confort, notre maîtrise, même s'ils nous font souffrir, car il s'agit là de quelque chose que l'on connaît parfaitement. Ensuite, on va transformer de façon à ancrer un nouveau programme dans la cellule, permettant à l'adulte de choisir consciemment, une autre voie, que la «loyauté inconsciente» entre guillemets. Et en fait, en reconnaissant l'histoire de nos cellules, l'histoire qu'elles racontent, on se donne la permission de vivre notre propre sens, notre propre projet sens, au-delà du scénario qu'on nous a légué. En faisant la paix, je dirais, avec nos 27 mois fondateurs, que nous reprenons les rênes de notre vie d'adulte. Notre corps est un incroyable livre d'histoire, on va dire, et en fait, il tient à chacun de nous, de le lire pour écrire un nouveau chapitre. Eh bien, merci Josépha. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons des fantômes de l'arbre, la mémoire transgénérationnelle. Merci. Au revoir. Au revoir.